avec Laetitia Avia pour parler des contenus haineux sur Internet. Votre proposition, Laetitia Avia, sera donc débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je répète l'idée, vous voulez obliger les grands acteurs de l'Internet à retirer dans les 24 heures, je précise bien 24 heures, les contenus manifestement haineux de leur réseau et plateforme. C'est bien cela. Quel contenu ? Eh bien, ce sont les contenus d'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination et puis d'injures à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'identité de genre. Tout ce qui, dans notre socle juridique aujourd'hui, constitue des circonstances aggravantes. Oui. Tout ce qui touche à la dignité humaine, tout ce qui touche à ce que nous sommes dans notre chair et non pas nos opinions, comme j'ai pu l'entendre N'est-il pas difficile de déterminer quels sont les contenus haineux et ceux qui sont à la limite, quoi. Oui, comment clarifier les choses? C'est pourquoi la proposition de loi vise vraiment tout ce qui est manifestement haineux. Prenez un exemple, je peux vous dire ce que je reçois quotidiennement, le sale négresse que je reçois tous les jours. Oui. L'objectif, c'est qu'il soit supprimé sous 24 heures. Voilà, supprimé sous 24 heures. Si vous recevez cette insulte, oui. Sale négresse, vous demandez à ce que ça soit retiré sous 24 heures. Exactement. Si la plateforme ne retire pas alors, si la plateforme ne retire pas, l'utilisateur peut toujours saisir un juge pour demander que ce soit retiré, bien sûr, et pour faire condamner pénalement. Voilà, vous pouvez saisir un juge. On peut saisir un juge. C'est lent, c'est lent. C'est lent, mais surtout, ce que je crée dans cette proposition de loi, c'est un délit sur mesure pour les plateformes. Le délit de non-retrait des contenus manifestement illicites. Donc, on pourra saisir un juge pénal pour cela. Mais à côté de ça, on organise aussi une supervision administrative par le CSA qui va finalement regarder le comportement de ces plateformes. Et le CSA pourra sanctionner de manière très forte jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Oui. Alors, les amendes, rappelons les amendes pour les plateformes. Au pénal, on peut aller jusqu'au million d'euros et aussi, dans le cadre de la régulation par le CSA, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Combien? 4% du chiffre d'affaires. Après, le but, c'est pas que cette sanction soit prononcée. Nous, on vient pas récolter une taxe ici. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le job, qu'il retire ces contenus haineux, qu'il mette en place des moyens, qu'il mette en place des modérateurs. Que répondent-ils? Ils nous répondent que la sanction, c'est beaucoup. Ensuite, pour le reste, moi, j'entends des intentions qui sont très fortes, très positives de la part des plateformes. Il va falloir mettre des actes en face des belles intentions. Oui. Et est-ce que les plateformes ne vont pas surmodérer? C'est-à-dire que par précaution, enlever tous les propos, même Moi, je suis partie de la loi allemande et en Allemagne, on a vu ce risque. C'est pourquoi la sanction s'applique aussi en cas de retrait excessif. Il faut analyser le comportement de la plateforme. Donc si la plateforme, elle abuse de son droit et qu'elle retire les contenus et qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression, eh bien là aussi, elle pourra faire l'objet d'une sanction par le CSA. Donc c'est vrai que les plateformes sont un peu entre le marteau et l'enclume. Moi, je leur dis, elles doivent appliquer le droit, rien que le droit, pas plus, pas moins. Moi, j'ai, et je le répète, une vraie difficulté à ce qu'on parle d'interopérabilité lorsque l'on parle de haine en ligne et de soutien aux victimes de la haine en ligne. J'ai un vrai problème avec cela. C'est pas une question de réponse politique, mais c'est une question de message politique passé aux victimes. Je ne pense pas qu'il soit opportun de dire aux victimes allez ailleurs, on va vous créer quelque chose de plus sain à côté, on va vous créer un système où vous serez en sécurité, on va mettre en œuvre toutes les conditions pour que vous puissiez assurer vous-même votre sécurité. C'est exactement ce que vous venez de dire, Madame Obono. Ils vont se créer les moyens pour assurer leur sécurité, mais ailleurs. C'est comme si, et je le dis vraiment, je le dis vraiment parce qu'il y a des moments où il y a des choses qu'on fait et qui ont des conséquences au-delà. Enfin, c'est comme si on avait dit, à l'époque, à Rosa Parks, vous ne pouvez pas vous asseoir dans ce bus, mais on va mettre à côté, vous allez avoir une autre ligne de bus qui acceptera la mixité raciale, qui fonctionnera bien, dans laquelle vous serez en sécurité. Donc vous allez vous mettre dans ce bus-là. Ce n'est pas la réponse à apporter. L'interopérabilité, pour moi, c'est le premier pas. C'est le premier pas dans le renoncement. Et ce texte est aux antipodes du renoncement. Ce texte n'est pas un texte qui vient renoncer à quoi que ce soit, mais à s'assurer, à ce qu'on veille sur les victimes et qu'elles puissent, sur toutes les plateformes, dans toutes les plateformes sur lesquelles elles sont, pouvoir assurer, que les pouvoirs publics puissent assurer. Voilà. Mais ça va pas. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Défavorable. À toutes les victimes de cette haine, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous nous battrons pour vous.
À vous, les associations, qui œuvrez sans relâche chaque jour contre cette haine, sachez que vous n'êtes plus seuls, que nous nous battrons avec vous. Et à vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Je vous remercie. Une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet, dite loi Avia et actuellement en discussion au Parlement, prévoit d'obliger les plateformes numériques à bloquer ou supprimer certains contenus sous peine d'amende. Cette idée est dangereuse car elle revient à déléguer le pouvoir judiciaire de l'état de droit aux plateformes. Concrètement, c'est le modérateur de Facebook qui va décider, à la place du juge, de la légalité de nos propos. Il y a fort à parier que les plateformes préféreront rogner sur la liberté d'expression plutôt que de risquer une sanction financière. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne avec l'entrée en vigueur d'une loi similaire en 2017 et dénoncée depuis par Reporters sans frontières. Plutôt que de copier les erreurs de l'Allemagne, la France devrait proposer son propre modèle en respectant 3 principes. Premièrement, Internet ne doit pas être une zone de non-droit. La loi doit s'y appliquer comme partout ailleurs. Deuxièmement, seul l'État peut rendre justice. Les hébergeurs sont des messagers, pas des justiciers. Ils doivent respecter la loi, mais libre à eux de fixer leurs propres règles de conduite. Troisièmement, pas de liberté d'expression sans responsabilité des propos. Il faut donc faciliter le dépôt de plainte sur Internet et permettre la levée de l'anonymat si et seulement si un juge l'estime nécessaire. La loi Avia ne doit pas devenir une énième entrave à la liberté d'expression, déjà fortement corsetée et malmenée dans notre pays. On ne combat pas la haine en restreignant les libertés, on ne fait que l'attiser. J'ai eu peur de vous recevoir. Ah bon? Je sais pas, parce que Laetitia Avia, vous êtes apparue aux yeux du grand public comme quelqu'un qui pouvait mordre un chauffeur de taxi un soir en rentrant chez elle. On en est où dans cette histoire? Alors écoutez, je vais être très claire et succincte sur ce point. J'ai renoncé à mes droits, alors que je suis avocate, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. Donc j'ai renoncé à mes droits, j'ai retiré ma plainte pour que cette affaire regrettable, qui a eu lieu 5 jours après que je sois devenue députée, ne fasse pas le gras des journalistes qui s'en sont donnés à cœur joie sans vérifier les moindres informations. Donc je ne commenterai pas plus en avant sur ce point. Vous ne raconterez pas ce qui s'est passé ce soir-là? Non, cela touche ma vie de femme, ma vie personnelle, et c'est un événement qui était assez difficile pour moi et sur lequel je n'ai pas envie d'épiloguer. Mais à l'époque, on vous a présenté comme étant quelqu'un d'agressif, enfin c'était très négatif. Oui, je vois bien, mais je suis aussi consciente que beaucoup de femmes qui sont victimes d'agressions sont aussi présentées comme étant la cause de ce qui les touche. Donc je comprends d'autant plus ce que peuvent vivre beaucoup de femmes au quotidien et ce qu'elles ressentent lorsqu'elles vont déposer plainte. C'est dommage parce que du coup ça vous aurait permis, s'il y avait une audience, même que la vérité soit faite et de porter cette cause des femmes, si vous étiez plus victime qu'agresseur dans cette histoire. Je n'avais pas envie que ma vie soit le théâtre, voilà, des expressions de chacun. J'ai eu beaucoup de commentaires, y compris de commentaires xénophobes que je reçois tous les jours depuis cette histoire. Encore? Et oui, exactement. Hier encore, lorsque mon annonce sur ce plateau a été faite, c'est quelque chose qui me touche à titre personnel et non pas en tant que députée. J'ai pas envie que ce soit sur la place publique. Ça progresse, on n'y est pas encore, il y a encore un peu de travail, mais surtout, ce n'est pas parce qu'il y a de la parité, presque, qu'il y a moins de sexisme. Il y a encore beaucoup de misogynie, il y a beaucoup de commentaires qui sont insupportables, beaucoup de regards également insidieux qu'on ne supporte plus. Et donc, l'objet de cette tribune, qui est transpartisane, on oublie nos étiquettes là, c'est important pour ce sujet, et on dit tout ensemble qu'on ne supporte plus ces comportements-là et que cela doit changer durablement. Beaucoup de regards également insidieux qu'on ne supporte plus. Et donc l'objet de... pas que le président de la République attise la colère lorsqu'il parle de foule haineuse pendant ses vœux pour la nouvelle année, ou Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui dit que ceux qui sont encore mobilisés sont des agitateurs.
est-ce qu'on attise la colère lorsque l'on décrit des scènes que nous avons tous vues? Vous avez vu le ministère, le porte-parole du gouvernement notamment, il l'avait dit qui a avait dit avant. C'est une description. Peut-être y a-t-il un rapport de cause à effet, non? Moi, ce que j'ai vu, ces images que l'on voit tous les samedis, et encore une fois, je vous parle du samedi. Je vous parle pas de ce qui se passe autour des ronds-points dans la semaine. Je suis en colère, oui, j'ai la haine. Ça faisait un mois qu'on était là, tout se passait bien. On était pacifistes, on menait des petites actions, vite fait. Et là, on nous retire nos droits. Les gens maintenant, ils voient. Rond-point de Vorep. Bravo. Castaner a ordonné l'évacuation des ronds-points de Vorep. Voilà, les petits bleus exécutent. Mais tout ce qu'on voit tous les samedis, ce sont des images de chaos, de destruction, de personnes qui sont contre l'État, qui sont contre la République. J'ai des collègues qui ont été menacés, des coups de feu qui sont tirés devant chez eux, leurs maisons barricadées, leur famille en danger. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une foule haineuse à ce moment-là? C'est une évolution regrettable de notre pays, énormément de violence. Ces images de violence que l'on voit toute la journée également dans ces mouvements des Gilets jaunes exacerbent aussi ce climat de tension. Après, on est dans le cadre de cette lettre que mon collègue a reçue, vraiment dans un racisme profond. Et je n'irai pas dire que les Gilets jaunes sont des racistes. Ce n'est pas ça que j'irai dire et vous m'entendrez jamais dire ça. Après, je pense qu'il y a une extrême minorité en France qui est raciste. Alors Laetitia Avia, une nuit très courte donc, puisque vous présentiez un projet de loi soutenu évidemment par La République En Marche à laquelle vous faites partie. Alors on va essayer peut-être de scander notre entretien en 3 parties. Nous allons ensemble d'abord parler de la création de ce parquet spécialisé. Nous allons revenir sur l'obligation de retrait des contenus en 24 heures pour les grandes plateformes de réseaux sociaux. Alors quel contenu, quels réseaux sociaux, qui est d'accord et qui n'est pas d'accord, puisque des dents commencent déjà à grincer, et la création d'un observatoire de la haine en ligne. Alors, c'est par là peut-être d'ailleurs que nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est que cet observatoire de la haine en ligne? Cet observatoire, je pense que c'est la conclusion de tous nos travaux. Et quand je dis tous nos travaux, je veux rappeler la genèse de tout cela. C'est un rapport qui nous avait été confié à Gilles Taïeb, Karim Amellal et moi en 2018 lors du premier dîner du CRIF auquel Emmanuel Macron assistait et qui nous a confié cette mission de lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. À présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et on vient sur les déclarations de Roger Kuckerman ce matin lors d'une interview à la radio qui ont déclenché évidemment un torrent de réaction. Un torrent de réaction, c'était du côté d'Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach. Des réactions sur plusieurs niveaux et à plusieurs sujets. Il y a d'abord une phrase prononcée concernant Marine Le Pen, Roger Kuckerman qui explique « Je crois qu'on est tous conscients dans le monde juif que derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les pétainistes. C'est ce irréprochable à coller au nom de Marine Le Pen qui suscite beaucoup de réactions, notamment de journalistes, d'éditorialistes. Ici sur le site du Figaro, Yvan Rioufol, qui évoque l'éloge inattendu du CRIF à Marine Le Pen, en rappelant que finalement Roger Kuckerman, plus ou moins volontairement, participe à cette dédiabolisation dont on parle tant depuis des mois, voire des années. Il souligne aussi que du côté du Front National, on est en bonne posture pour ces départementales et que finalement cette déclaration de Roger Kuckerman n'intervient
pas au meilleur des moments. Sur son compte Twitter, Dion Jack de Marianne souligne plutôt un paradoxe. Des gens qui appellent au Front républicain anti-FN vont participer à un dîner avec Cukierman qui juge Marine Le Pen irréprochable. #CRIF. Et puis Nous nous sommes portés aux avant-postes, oui, du soutien à cette malheureuse population. Et nous avons dénoncé les crimes commis contre elle. Et nous avons le cœur soulevé de dégoût de voir des écoles bombardées, des hôpitaux détruits, des ports, des aéroports, et tous les moyens qui permettraient à cette population de se redéployer vers le futur. Oui, nous le dénonçons. Oui, nous le dénonçons. Nous n'avons peur de personne. N'essayez pas de nous faire baisser les yeux. Peine perdue. Si nous avons quelque chose à dénoncer, c'est ceux de nos compatriotes qui ont cru bien inspirés d'aller manifester devant l'ambassade d'un pays étranger ou d'aller servir sous ses couleurs les armes à la main. Si nous avons quelque chose à dénoncer, c'est cela. La France a un devoir de militer pour la paix. Elle doit s'engager de toute sa force pour la paix et non pas voter des blancs-seings à la violence et à la brutalité. Nous ne baisserons pas les yeux. Je voudrais dire au CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Il y aurait donc un seul et unique gouvernement au monde, qu'il soit de gauche ou d'extrême droite, qu'aucun d'entre nous n'aurait le droit de critiquer sans être aussitôt accusé de racisme. C'est insupportable. Je savais que l'antisémitisme existait encore, mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'il se manifeste aujourd'hui par des propos aussi virulents et pire, par des actes antisémites. Tels sont les mots de Ginette Kolinka, ancienne déportée, qu'elle prononçait ce dimanche à Auschwitz devant une délégation de 150 femmes. Mais cette nuit encore, des croix gammées ont été taguées sur les tombes du cimetière de Quatzenheim, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Parce que nous devons clamer haut et fort que l'antisémitisme est contraire à l'essence même de notre République, nous serons unis ce soir à 19h, place de la République, pour dire ensemble non à l'antisémitisme. Mais au-delà de cette condamnation collective, il nous faudra demain agir. Agir dès la genèse de l'idéologie même haineuse, qu'il faut contrer dès le plus jeune âge et jusqu'à la répression ferme de ces délits, en passant par un contrôle des lieux où ils fleurissent. Cela pose bien sûr la question des réseaux sociaux. Avec Gilles Taïeb et Karim Amellal, nous avons remis au Premier ministre 20 recommandations contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Avec la majorité, nous travaillons à leur traduction législative autour de 4 axes. Le retrait des propos haineux sur les réseaux sociaux sous 24 heures, un mécanisme de signalement simplifié pour les victimes, des sanctions renforcées contre les hébergeurs qui ne coopèrent pas dans l'identification des auteurs de propos haineux, et enfin le blocage définitif des sites à caractère haineux tels que le fameux démocratie participative. Et à cela s'ajoutent des dispositifs en matière pénale que nous avons votés hier soir dans la réforme de la justice. Madame la ministre, vous l'aurez compris, la majorité est pleinement mobilisée. Ainsi, le gouvernement sera-t-il au rendez-vous pour apporter une réponse ferme aux actes et propos antisémites et mettre fin à l'impunité partout et en tout lieu pour éradiquer ce fléau qui gangrène notre société. Merci, la parole est à madame. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Il y a des tapouilles, il est quoi ça? Ah non, c'est un maillot. Il y a des tapouilles, il est quoi ça? Ah non, c'est un maillot, c'est quoi ça? Donc, c'est un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. C'est une faute politique. On ne peut pas faire une plaisanterie pareille sur 10 000 morts que nous décomptons depuis l'instauration du visa Balladur. On ne peut pas faire une mauvaise plaisanterie quand il s'agit d'enjeux qui portent sur la vie humaine. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pas dans sa cohérence de politique. Je sais bien, il paraît qu'il écoute, il paraît qu'il veut faire de la pédagogie, les gens n'ont ras-le-bol de la pédagogie de l'écoute. Monsieur Macron n'est pas le roi de France. Monsieur Macron, c'est le président de la République. La République, je l'ai dit, l'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple.
par le peuple et pour le peuple. M. Macron est un exécutant de ce que veulent les Français. Donc M. Macron doit retirer cette taxe. Quand vous avez 70% des Français qui sont contre, il doit la retirer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement, c'est maintenant un mouvement de rejet général de la personne de M. Macron. C'est la raison pour laquelle... Non. D'ailleurs, je vais vous donner, madame, une lettre que je vais vous transmettre, ainsi d'ailleurs qu'aux représentants de M. Mélenchon, parce qu'il y a quelque chose qui est très important qu'il faut que les gens qui m'écoutent comprennent. C'est que les Gilets jaunes, ils ont un pouvoir de destitution de Macron. Par l'article 68, oui, par l'article 68, vous êtes une juriste, je crois. Par l'article 68 de la Constitution. Monsieur Macron a commis au moins 10 actes qui sont fondamentalement des violations de la Constitution française. Donc je vous demande, en vertu de ces 10 actes, Madame le député, monsieur, vous allez transmettre ça à Monsieur Mélenchon, nous vous demandons, moi je vous demande en tout cas, est-ce que vous êtes pour Monsieur Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour la destitution ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Dernière question, Laurence Goldman. Laetitia Avia, dans quel délai pensez-vous que tout ce dispositif législatif et juridique et judiciaire sera opérationnel ? Alors, le texte arrive au Sénat à la rentrée, donc en septembre. On est en procédure accélérée, donc ça va aller très vite. Le texte est d'application directe. Avant la fin de l'année, je pense que tout cela sera en œuvre. Et la plainte en ligne, c'est premier semestre 2020. Merci infiniment Laetitia Avia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous nous avez confié tout à l'heure que vous vous souveniez de votre résultat au baccalauréat. Vous êtes devenue ensuite avocate et vous nous avez dit aussi, moi je suis de cette génération qui a grandi finalement avec Internet. J'ai découvert Internet et j'ai grandi avec lui. Nous avons finalement grandi ensemble. Eh bien, c'est un immense plaisir pour une jeune femme, puisque vous êtes une toute jeune femme. Eh bien, c'est un immense plaisir que d'écrire un peu cette page de l'histoire d'Internet que vous avez vu grandir et qui a grandi en même temps que vous. Et c'est aussi une grande fierté pour les femmes, de voir d'autres jeunes femmes écrire justement l'histoire de notre pays et plus généralement d'ailleurs de notre société. Merci donc pour tout votre travail, Laetitia. Merci à vous.